Monsieur le Président, on est ravis d'être ici avec vous aujourd'hui à Paris. Je voudrais commencer, si je peux, par la date le 7 juin, parce que c'est là où les citoyens européens devront aller voter pour désigner leurs représentants au Parlement européen. En France, comme dans l'ensemble de l'Union européenne, je crois que l'abstention pourrait être la grande gagnante. Vous, comme ancien membre de l'Assemblée, de cette grande Assemblée, peut-être vous pouvez expliquer aux citoyens européens pourquoi ces élections sont tellement importantes et pourquoi il faut aller voter ce jour-là. Une des grandes difficultés du système européen, comme vous savez, c'est la confusion sur les compétences. C'est-à-dire que les citoyens français, belges, polonais, hongrois ne savent pas très bien quelles sont les compétences de l'Europe, de l'Union, et quelles sont les compétences des États membres, et on les mélange. Alors de temps en temps, ils se plaignent que l'Europe ne fasse pas bien des choses qui ne sont pas de la compétence de l'Europe. Et il faut arriver à clarifier, et le Parlement devrait être un instrument de cette clarification. Donc si on veut mobiliser un peu pour cette élection, il faut que les gens se disent que sur les sujets importants, bien sûr, ils pourront compter sur l'attitude du Parlement européen. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets aux citoyens comment l'Union européenne peut les aider? C'est un système à 2 étages, comme dans les États fédéraux. Nous ne sommes pas un État fédéral, mais c'est le même système. Alors, aux États-Unis, les gens savent très bien ce que la Californie fait, ils savent, et ce que les États-Unis font. Et ils savent ce que le gouverneur de la Californie peut faire, et ils savent ce que le président des États-Unis peut faire. En Europe, ça n'est pas encore compris. Et les citoyens ne savent pas bien. Donc ce qu'il faut dire aux citoyens européens, c'est tout ce qui est près de vous, c'est l'État membre qui le fait, c'est votre État. Tout ce qui est grand, c'est l'Europe. Donc si c'est un grand sujet, un grand problème, mettons la crise, c'est au niveau de l'Europe. Et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur la bonne séparation des compétences entre les États membres et l'Union. Et si on parle des grandes choses que l'Union européenne peut faire pour les citoyens, et on parle maintenant du PPE, le Parti populaire européen. Je sais que l'action que vous avez menée en faveur de la construction européenne, comme président de la République française et comme président de la Convention, s'inscrit dans la continuité de celle des pères fondateurs de l'Europe. Bien sûr, je parle de Gaspari, de Robert Schuman et de Konrad Adenauer. Donc, selon vous, quelles sont les valeurs qui constituent l'identité du Parti populaire européen et comment les promouvoir dans le cadre de cette campagne européenne aujourd'hui? Alors d'abord, il faut voir comment le Parti populaire européen, le PPE, se situe dans l'histoire européenne. C'est le porteur de la flamme européenne, en réalité. C'est lui qui, depuis le début, a le plus porté la flamme européenne. Les idées et l'inspiration, cela venait des grands dirigeants du PPE. Puisque vous avez cité quelques noms, parmi les pères fondateurs, Robert Schuman était PPE. Il n'était pas parce que le parti n'existait pas, mais il était démocrate chrétien, franco-allemand, enfin, tout à fait. De Gasperi, l'italien, était PPE. Naturellement, Konrad Adenauer était PPE en Belgique, aux Pays-Bas. Donc les pères fondateurs étaient en grande majorité PPE. Et à l'heure actuelle, où les gens attendent un souffle, c'est au PPE de donner le souffle. Il faut leur dire, il est absolument nécessaire pour vous que l'Europe soit organisée et qu'elle soit mieux organisée. C'est absolument nécessaire. Si nous ne nous organisons pas, notre sort sera décidé par les autres. Prenez 2 exemples récents. Frappez-moi, des petits exemples. Le président Obama vient en Europe. C'est un homme sympathique, brillant, ça. Il dit il faut que la Turquie entre dans l'Union européenne. Ça ne le regarde pas. On peut être pour ou contre, mais ça ne le regarde pas. C'est pas aux Américains de dire cette décision européenne, c'est nous qui allons la prendre. Deuxième exemple, le directeur du Fonds monétaire international dit l'autre jour il faudrait que la Pologne entre dans la zone euro. Ça ne le regarde pas. Les gens qui décident de l'entrée dans la zone euro, c'est les Européens.
Donc vous voyez que si nous sommes divisés, en fait, nous sommes faibles et les décisions nous concernant seront prises par les autres. Donc il faut redonner un souffle à la construction européenne. Et pour les citoyens, les citoyens ils sont plus raisonnables qu'on ne croit. On leur dit l'Europe va s'occuper de votre vie dans le détail, mais c'est pas vrai. Nous sommes 500 millions, l'Europe va s'occuper de la vie dans le détail de 500 millions de personnes. Elle fera les grandes choses. Les États membres feront les choses de proximité et l'Europe fera les grandes choses. Donc vous me disiez qu'est-ce que le PPE doit faire ? Eh bien, il doit remettre l'idéal européen au-dessus des demandes nationales. Pour une raison simple, c'est que l'Europe c'est plus grand. Et donc il faut rétablir à nouveau cette espèce de hiérarchie, la faire partager par nos compatriotes, montrer que c'est une posture d'avenir en réalité, et donc le PPE peut être en tête, en flèche, porteur de torche à ce sujet. À la tête de la Convention, vous avez mis l'accent sur l'absolue nécessité pour l'Europe de parler d'une seule voix. Pensez-vous alors que l'Europe est vraiment attendue dans le monde et s'il en est ainsi, sur quel sujet en particulier ? Je vais vous dire, je vais vous choquer un peu. Je ne suis pas un néocolonialiste. Je ne le suis pas. Je ne dis pas c'est à nous de dire au reste du monde ce qu'il faut faire. Nous pouvons proposer deux choses. Nous pouvons proposer des exemples, pas des modèles. Des exemples. Voilà comment nous faisons. Et nous pouvons proposer une coopération. Si vous souhaitez faire ceci avec nous, nous sommes prêts à travailler avec vous pour voir quelle est la meilleure manière de faire. Mais je ne suis pas de ceux, et je souhaiterais d'ailleurs que ça ne soit pas notre culture, qui cherchent à donner des leçons au monde. Nous n'avons pas de leçons à donner au monde. Nous pouvons nous montrer ce que nous faisons. Nous pouvons être un bon exemple et nous pouvons être un continent disponible pour travailler avec les autres. Si on parle maintenant des défis devant les citoyens aujourd'hui, je parle bien sûr de la crise financière et ses conséquences économiques. Le monde et l'Europe ont dû faire face à un choc sans précédent par sa dimension globale, par sa nature, par sa violence. Vous avez été ministre des Finances, donc que vous inspire cette crise économique et que pensez-vous des réactions des différents pays? Et par exemple, dans une certaine mesure, est-ce que vous pensez que l'Europe a préservé les États membres de conséquences bien plus graves? Alors c'est une crise très particulière, en fait, parce que c'est la première fois que c'est une crise due à la technique bancaire, à la spéculation bancaire. Ce sont des manipulations financières spéculatives, entre nous soit dit très immorales en fait, parce que c'était l'idée de gagner énormément. Quand vous voyez maintenant sortir les chiffres de ce que les dirigeants de ces banques d'investissement ont gagné dans les dernières années, des sommes colossales, c'était donc immoral. Donc c'est une crise de la spéculation bancaire, d'une partie des banques, c'est pas toutes les banques, mais d'une partie des banques. Cette crise est née aux États-Unis, a été relayée par le marché de Londres et a moins gagné le continent européen. Alors, ce qui a été fait en Europe a été, à mon avis, bien fait. La cause n'était pas chez nous, donc on ne pouvait pas directement agir sur la cause était américaine et elle l'est toujours. Lorsque nos marchés bougent, par exemple, c'est à cause de nouvelles américaines. C'est pas à cause de nouvelles européennes, en réalité. Nous avons eu, il faut le dire aux Européens, une bonne gestion monétaire. Et la Banque centrale européenne, s'il devait y avoir un prix de gestion de la crise, elle mérite le premier prix. Elle a été meilleure que le système de réserve fédérale américain et elle a été meilleure que la Banque d'Angleterre. Donc on a eu la meilleure gestion de la crise a été faite en Europe, pour l'euro. Et ça nous a protégés d'une crise plus profonde. Parce que s'il n'y avait pas eu l'euro, vous aviez des catastrophes. Donc on peut dire que l'euro, la gestion de la monnaie, a certainement assez largement protégé l'Europe. On a aidé les pays de l'Europe de l'Est assez massivement. Alors d'autres les ont aidés, le Fonds monétaire international, enfin on les a aidés, ils sont là, on les a aidés. Ce qui fait que la gestion européenne de la crise, à mon avis, a été assez bonne.
Et enfin, une dernière question. Je voudrais vous demander, quelle Europe imaginez-vous d'ici à 2050? Quelle place aura-t-elle trouvé auprès des citoyens, premièrement, et quelle place aurait-elle trouvé dans le monde? Alors, c'est un rêve, puisque je n'assisterai pas Oh, c'est dommage. à cette circonstance. Bon, je crois qu'il faut d'abord se dire que c'est un immense travail. Ça ne se fera pas tout seul. Immense travail. Nous avons fait un immense travail depuis les années 1950, puisque nous nous sommes guéris de la maladie européenne qui était la guerre. Il faut faire un nouveau travail, qui est de comprendre notre nouvelle identité. C'est-à-dire qu'en 2050, les Européens, ils auront une espèce de double nationalité. Ils auront leur nationalité plus la nationalité européenne. Et quand on les interrogera, quand ils iront en Indonésie, au Brésil, au Chili, qu'on vous dira d'où venez-vous, ils devront dire nous venons d'Europe. Cette Europe, ça sera l'Europe des grands enjeux, c'est-à-dire de la monnaie, de la défense, des relations avec ces autres États continents, États-Unis, Chine, Inde, Amérique latine, enfin, ça sera ça. Et à côté, il y aura la civilisation européenne. La culture, le mode de vie, le droit des personnes, qui continueront d'être gérés par les États. Alors, ce qu'on devrait voir à ce moment-là, c'est à mon avis un très bel exemple de réussite d'une civilisation humaniste marquée dans la vie quotidienne, par les États membres et leur population, et en même temps d'une conscience planétaire marquée dans les grands enjeux par le niveau européen. Ces deux niveaux communiquant par l'intermédiaire des institutions européennes, c'est-à-dire notamment par le Parlement. Et le Parlement doit être un maillon qui relie la vie quotidienne des Européens et la vie du grand ensemble, c'est-à-dire la vie de l'Europe. Comme vous avez dit, c'est un rêve, mais on l'espère bien. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup au nom du PPE, au nom de Dialogue TV, la télévision du PPE, et bien sûr au nom des citoyens européens. Merci beaucoup. Merci. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Thank you very much.